Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Explique-moi l'économie. Aujourd'hui, nous allons commencer une série consacrée à la crise de la dette dans la zone euro. Pour introduire le thème, nous verrons ici, d'abord, comment la crise des subprimes est passée d'une crise financière aux États-Unis à une crise économique mondiale. Puis, nous verrons que la majorité des États, pour faire face à la crise, et notamment les États européens, ont décidé de mettre en place des plans de relance. Enfin, nous verrons que dans la zone euro, le niveau de dette publique de certains États a provoqué une crise de la dette publique. Voyons cela plus en détail à présent. En 2007, la crise des subprimes éclate aux États-Unis. Alors, les subprimes, qu'est-ce que c'est? Les subprimes étaient des crédits à taux variable accordés à des personnes peu solvables pour leur permettre d'acquérir un logement. Il faut savoir qu'au début des années 2000, aux États-Unis, les taux d'intérêt étaient bas et dans le même temps, les prix de l'immobilier augmentaient sans cesse. En fait, il se formait une bulle sur le marché immobilier, c'est-à-dire que les prix augmentaient. On savait que la bulle finirait par éclater, mais tant qu'elle augmentait, les investisseurs continuaient à spéculer dessus. Ainsi, les banques n'hésitaient pas à prêter de l'argent en grande quantité à beaucoup de personnes, puisque de toute façon, si jamais une personne ne pouvait pas rembourser son prêt, à ce moment-là, la banque saisissait sa maison et elle était assurée de pouvoir la revendre à un prix plus cher que le prix d'achat. Les crédits subprimes représentaient, au milieu de l'année 2006, un quart des crédits accordés aux États-Unis. À cette époque, les taux d'intérêt ont augmenté et beaucoup de ménages se sont retrouvés surendettés. De plus en plus de personnes n'arrivaient plus à rembourser leurs crédits et les défauts de paiement ont donc augmenté. Les banques ont alors saisi la maison de ces personnes, ce qui a provoqué une crise sociale. Mais voilà, dans le même temps, la bulle immobilière a éclaté. Autrement dit, les prix de l'immobilier se sont mis à s'effondrer. Ainsi, si une personne n'arrivait plus à rembourser son prêt et que la banque saisissait son bien immobilier, eh bien, elle n'allait pas revendre la maison à un prix supérieur auquel la maison avait été achetée, mais au contraire à un prix inférieur. Ainsi, la banque allait subir d'énormes pertes. Plusieurs banques ont alors fait faillite, et en septembre 2008, la banque d'investissement Lehman Brothers, une des plus importantes du pays, annonce qu'elle fait faillite. C'est le début de la crise financière mondiale. Le problème est que les crédits subprimes ont été titrisés, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés en titres. Ces titres ont été mélangés avec d'autres titres. Ces nouveaux titres étaient très bien notés par les agences de notation, et ces titres étaient ensuite revendus aux autres banques et investisseurs internationaux. Ainsi, lorsque la crise des subprimes éclate, il y a une perte de confiance généralisée entre les banques, dans un premier temps, puisque les banques ne savent pas qui détient des titres toxiques contenant des subprimes et qui n'en détient pas. Ainsi, les banques vont cesser de se prêter entre elles, mais elles vont également cesser, ou du moins réduire dans une grande quantité, les prêts qu'elles accordaient aux entreprises et aux individus, puisque les entreprises vont craindre, si jamais elles ne sont pas remboursées, de faire faillite. Ainsi, la crise financière se transforme alors en une crise économique. Cette crise se propage dans le monde entier. Pour faire face à la crise, les États européens décident de mettre en place des plans de relance. La Commission européenne annonce en novembre 2008 un plan de relance de 200 milliards d'euros, ce qui représente 1,5% du PIB européen. Chaque État
participe à hauteur de 1,2% de son PIB et les 0,3% restants correspondent à des financements européens. Mais voilà, une des limites de ces plans de relance est que chaque État a mené son propre plan de relance. Il n'y a pas eu de gestion concertée de la crise. Chacun a mené ses propres mesures sans s'occuper de celles que faisaient ses voisins, ni de quand les faisait son voisin. C'est une des limites à ces plans de relance que nous verrons dans un autre numéro. La croissance remonte à 2,1% en moyenne dans l'Union européenne en 2010, où seules l'Irlande, la Grèce, la Lettonie et la Roumanie connaissent encore la récession. Mais en 2011, la croissance moyenne n'est plus que de 1,8%. Et la récession devient plus importante en Grèce, et l'Espagne et le Portugal entrent à leur tour en récession. Avec les plans de relance, la dette des États augmente. La dette publique, d'abord, correspond à l'ensemble de tout ce que doit rembourser un État. Eh bien, la dette publique de l'Union européenne est passée de 60,7% du PIB européen en 2008 à 73,3% du PIB européen en 2009. Le déficit public, quant à lui, déficit public correspond à la différence entre les recettes et les dépenses sur une année. Eh bien, le déficit public de l'Union européenne est passé de 0,9% du PIB en 2007 à 6,6% du PIB en 2009. Alors, les plans de relance ne sont pas la seule raison de l'augmentation des déficits. Il y a également 3 autres raisons. D'abord, la récession va diminuer les revenus, que ce soit les revenus des individus ou les bénéfices des entreprises. Elle va provoquer des faillites qui vont donc donner du chômage. Et du coup, si les revenus d'un État ont diminué, eh bien, à taux d'impôt équivalent, l'État va recevoir une moins grande somme d'impôts. Du coup, à dépenses équivalentes, les recettes seront moins importantes pour couvrir ces dépenses. Ensuite, les dépenses publiques augmentent également, puisque, en raison de la crise, il y a plus d'allocations, notamment d'allocations chômage, à verser, puisque plus de personnes sont au chômage, donc il faut verser plus d'allocations chômage, les dépenses augmentent. Enfin, il faut également savoir que les banques ont connu des difficultés et que les États européens ont dû leur prêter pour sauver les banques. Par exemple, l'Irlande a transféré 89,5 milliards d'euros au secteur financier de 2010 à 2013. La Grèce a transféré 50 milliards d'euros au secteur financier, l'Espagne 40 milliards d'euros. Après les plans de relance, la croissance est moins élevée que ce qui avait été prévu par ceux qui ont mis en place ces plans de relance. Les investisseurs vont alors commencer à douter de la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire de la capacité de certains pays à rembourser leurs dettes. La Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne vont être les plus concernés. Et lorsque les investisseurs doutent de la capacité d'un pays à rembourser sa dette, ils vont alors demander, quand ils leur prêtent, des taux d'intérêt plus élevés. Cela crée un cercle vicieux, puisque si les investisseurs prêtent à un pays à un taux d'intérêt plus élevé, ce pays, lorsqu'il emprunte, va devoir rembourser plus d'intérêts, donc son déficit augmente. Si le déficit augmente, cela va augmenter l'inquiétude à propos de la soutenabilité de la dette de cet État, et donc les taux d'intérêt auxquels les investisseurs vont les prêter vont à nouveau augmenter. Il se crée alors un effet boule de neige. De plus, ce phénomène est accentué par la dégradation de la note des États par les agences de notation. En effet, à partir de décembre 2009, la note de la Grèce va être abaissée, suivie de celle de l'Espagne, de l'Irlande et du Portugal en 2010, puis de Chypre en mai 2011. Viennent ensuite l'Italie et la Slovénie en octobre 2011. Et ainsi, nous constatons que, lors du passage à l'euro,
les taux d'intérêt auxquels empruntaient les différents États avaient tendance à converger, eh bien, avec la crise, les taux d'intérêt vont à nouveau diverger. Les investisseurs vont en fait demander une prime de risque élevée, c'est-à-dire qu'ils vont prêter aux pays risqués à des taux élevés, et vont privilégier les obligations de qualité. Ainsi, les pays jugés les plus sûrs, comme la France ou l'Allemagne, vont pouvoir emprunter à des taux très faibles. Il y a en fait une fuite vers la qualité. À l'opposé, les pays les plus endettés, comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal, eux vont voir leur taux d'intérêt augmenter, ce qui va entraîner un alourdissement de la charge de la dette dans ces pays. La crise de la dette éclate en Grèce après la victoire du Parti socialiste aux élections législatives. Le nouveau Premier ministre, George Papandréou, annonce en novembre 2009, quelques jours après son élection, que le gouvernement précédent, de droite, dirigé par Kostas Karamanlis, avait caché la situation des finances publiques grecques. En réalité, le déficit public du pays n'était pas de 6%, comme annoncé, mais il était de 12,7%. Les agences de notation dégradent alors la note de la Grèce, et le taux d'intérêt auquel peut emprunter le pays augmente rapidement au-dessus de 10%. En fait, celui-ci va augmenter jusqu'à atteindre 29%. Un premier plan de sauvetage a alors lieu en mai 2010. Une aide de 110 milliards d'euros est apportée à la Grèce jusqu'en 2013. 80 milliards d'euros sont prêtés par l'Union européenne. Le reste est prêté par le FMI. Et en échange, la Grèce s'engage à mettre en place une politique d'austérité. Elle doit notamment réduire ses dépenses publiques de 40 milliards d'euros. Les États européens changent alors de politique et mettent en place de nouvelles politiques réglementaires en renforçant les mécanismes de coordination budgétaire entre les États et des politiques d'austérité. Celles-ci consistent à diminuer la dette publique pour, selon les partisans des politiques d'austérité, redonner de la confiance aux acteurs, ce qui permettrait alors une croissance élevée. Nous verrons dans les prochains numéros la crise dans différents pays européens. Nous verrons également en quoi consistent les règles mises en place par les États, en quoi consiste la rigueur et quels ont été ses effets. Nous verrons également quelle a été la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne, et nous verrons enfin quelles autres solutions pourraient être mises en place pour faire face à la crise. Nous verrons ceci dans les prochains numéros de Explique-moi l'économie.